j'ai eu une expérience très lourde, je pourrais dire de corsaire de la République, c'est-à-dire que les choses dont on parle ce soir, je les ai vécues de l'intérieur, et je peux dire qu'à l'extérieur, il m'est arrivé de les pratiquer pour le compte, je dirais, de notre pays. Compte tenu de ce que j'ai pu effectivement vivre et de ce que j'ai pu voir, j'ai créé donc il y a 5 ans SecuriMind sur la base d'une certitude, c'est que le développement exponentiel de l'informatique qui innerve actuellement toutes nos sociétés et toutes les fonctions qu'on peut y exercer nous rendent totalement dépendants du numérique. Sur ce constat, on se rend compte qu'effectivement s'ouvrent tous les jours de très nombreuses portes de malveillance et qui sont d'autant plus je dirais, dommageables qu'elles se produisent, qu'elles se font dans un domaine qui est le domaine de l'immatériel, c'est-à-dire dans un domaine où l'on ne voit rien et où, je pense, pour la plupart des gens qui sont dans cette salle, on ne contrôle rien. Quand on faisait de la sûreté, il y a encore une vingtaine d'années, on surveillait ses portes, ses fenêtres, ses barreaux, et je dirais n'importe qui censé était capable de voir si, a priori, il était plutôt bien protégé, moyennement protégé ou mal protégé. Comme ça a été très bien décrit tout à l'heure, la richesse de nos sociétés, maintenant, elle repose sur l'information, et l'information, elle circule sur des circuits et sur des, je dirais, elle est stockée sur des disques, sur un certain nombre des choses qui sont très virtuelles, totalement virtuelles, impalpables. Enfin, elles sont bien réelles, mais elles sont pour chacun d'entre nous bien virtuelles. Mais on est quand même dans un autre monde, avec le monde du numérique, on n'est plus du tout dans la protection de type barreaux, volets aux fenêtres. Absolument. On est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus impalpable, comme je le disais, inaccessible, et donc d'autant plus difficile, mais évidemment, à cerner. C'est ça, c'est absolument ça. Donc sur ce constat, moi je me suis rendu compte que les décideurs de très haut niveau, bien entendu, mais les décideurs, les décideurs par définition c'est celui qui décide, donc c'est celui qui a des choix à faire. Les décideurs avaient besoin dans ces domaines-là de plus en plus de conseils, et je dirais chaque jour qui passe, finalement nous permet de voir que il y a un certain nombre de choses qu'il faut pouvoir porter à leur connaissance et les aider et sur lesquelles il faut pouvoir les aider à travailler. Donc j'ai fait le choix effectivement de créer une équipe extrêmement puissante pour contrer ces menaces, et je dirais plus puissante que les menaces qui peuvent effectivement venir nous attaquer et chercher à attaquer nos marchés, attaquer nos structures. Je parle là des chefs d'entreprise. Donc j'ai réuni une équipe de hackers, d'ingénieurs, de gens qui viennent de Sciences Po pour, je dirais, décrypter, expliquer et recommander aux décideurs publics et privés les aider à faire des choix, parce que bien sûr la sûreté, la protection, ça coûte de l'argent, donc il faut savoir investir au juste besoin, en fonction des menaces, en fonction aussi des priorités qu'on a. Ça a été très bien écrit tout à l'heure, l'intelligence économique, ça commence aussi par la recherche de l'information, par sa structuration, ça aussi, ça coûte de l'argent. Donc il faut aussi passer par ces phases-là, mais il faut savoir aussi protéger tout ce sur quoi on travaille. Donc voilà pour la présentation de la société, et voilà notre façon de travailler. Juste pour faire le lien entre ce qu'on appelait justement le monde matériel, tout ce qu'on peut évaluer physiquement, et le monde numérique où les choses sont beaucoup plus obscures, beaucoup plus impalpables. Monsieur Reynard parlait précédemment d'intrusion par effraction, etc. Ça reste d'actualité ou c'est plus véritablement important par rapport à tout ce que se présente dans le numérique? Alors c'est une très bonne question, parce que c'est vrai qu'on nous fait parfois intervenir en nous disant il faut absolument que vous regardiez notre informatique, notre information, nos réseaux. Et en fait, vous avez totalement raison. C'est-à-dire que nous, on considère actuellement que la surface d'attaque d'une structure, d'une entreprise ou d'une structure publique, sa surface d'attaque, en fait, combine les trois approches. L'approche physique dont vous parlez, qui avant était, je dirais, quasiment en fait, essentielle, la seule. Mais je dirais, cette approche physique, on peut en reparler tout à l'heure, elle reste très importante.
Oui, parce que se faire piquer un disque dur ou un PC portable qui traîne sur un bureau, même de manière discrète, c'est bien une intrusion, une effraction et du vol physique, quoi. Voilà, tout à fait. Même s'il y a du numérique dedans, mais c'est quand même une information qui passe par un PC. Oui, alors tout à fait. Alors ça, je dirais, c'est une des formes de l'agression physique qui reste celle d'aller chercher le dossier, qu'il soit papier ou qu'il soit sur un disque dur. Il y a aussi tout simplement, parce qu'il y a maintenant, on fabrique, nous, enfin tout le monde, enfin je dirais tous les gens qui sont dans cet univers sous-marin, on fabrique ce qu'on appelle des petites bestioles, des petits produits, des petits outils qu'il suffit de brancher quand on va par exemple dans une entreprise, dans la salle d'accueil, alors qu'on vous fait attendre, vous branchez ça sur le réseau et en fait ce petit outil il va travailler pour vous et vous renvoyer, ouvrir les portes qu'il faut dans le circuit de l'entreprise et vous renvoyer à distance tout ce que vous aurez. Quand vous parlez de manière très imagée, de mais c'est comme dans les films, c'est le micro. Je parle de l'après-midi là, je parle de l'après-midi, de l'après-midi. C'est le micro qu'on colle sous la table de l'entreprise. Voilà. Oui. Donc on parle de petits produits physiques qu'on va pouvoir brancher de façon très discrète et qui effectivement, donc par le biais d'une introduction, d'une attaque, je dirais, physique, va permettre en fait de relayer et de démultiplier la puissance d'une attaque logique. Mais je dirais le troisième axe sur lequel nous on travaille et qu'on combine aux deux premiers, c'est effectivement le travail sur la vulnérabilité, ce qu'on appelle la e-vulnérabilité, donc c'est-à-dire l'utilisation des réseaux sociaux comme porte d'entrée dans l'entreprise. Il faut savoir que pratiquement dans une entreprise, quand on mène des tests d'attaque, on a, je dirais, une bonne moitié, et souvent plutôt les 3/4, des mots de passe de l'ensemble du personnel, c'est-à-dire ça va du simple utilisateur aux administrateurs, qu'on trouve sur les réseaux sociaux. C'est effectivement le nom du chien, le prénom des enfants, le nom du village de la maison de campagne, etc. Et c'est pour donner juste un aspect, je dirais, de l'attaque par les réseaux sociaux, parce qu'évidemment, on peut faire des choses beaucoup plus complexes en combinant, je dirais, l'exposition des individus sur les réseaux sociaux avec je dirais, un certain nombre de lois de marketing et qui nous permettent effectivement de faire des approches à ce moment-là, qu'on peut combiner ensuite à des approches physiques qui peuvent après amener à des attaques logiques. Donc je dirais ces trois axes sont inséparables maintenant, et il faut donc être capable de les prendre en compte. Alors, pas dans des logiques de paranoïa, il faut absolument le redire. Chaque entreprise a sa culture d'entreprise d'abord, chacune a ses secrets, et donc il convient, le dirigeant en général a des très bonnes idées là-dessus, il convient seulement de regarder ça avec lui et de pouvoir l'accompagner, je dirais, dans une montée en puissance en fait et dans une montée de sa protection vis-à-vis des attaques et des menaces qu'il peut redouter. Il est très important, on ne peut pas parler de sûreté si on ne parle pas de menaces. C'est vrai que vous employez quand même beaucoup de vocabulaire militaire, hein, vous parlez. Non, c'est pas un vocabulaire militaire, c'est le vocabulaire de la guerre économique dans laquelle on vit actuellement. Voilà, donc, il faut savoir que quand vous arrivez à l'aéroport en Israël, on vous demande systématiquement de déclarer vos ordinateurs et de les poser. C'est-à-dire que les services israéliens pompent intégralement tous les ordinateurs des gens qui rentrent avec des ordinateurs. On est bien dans le privé, là, on est dans le civil, on n'est pas du tout dans la guerre. Voilà. Donc on parle bien, là par contre je parle de guerre économique. Voilà. Alors pour faire le lien avec ce qui nous intéresse aujourd'hui, et encore une fois pour essayer d'être concret et d'illustrer les choses, imaginons que je sois une entreprise vosgienne, en quoi est-ce que vos services peuvent m'intéresser, sur quel type d'action, sur quel type de besoin? Alors, nous en fait on travaille je dirais, sur deux temps en fait de la sûreté. Bon, le premier qui est le préventif, donc c'est du travail en amont. Donc on travaille selon le type d'entreprise, selon la nature de la demande. Alors d'abord on peut travailler dans des logiques d'audit, donc des logiques assez focalisées sur l'un des trois domaines que j'évoquais tout à l'heure, le physique, le logique et les réseaux sociaux, la vulnérabilité. Bon, évidemment, c'est plus intéressant de faire dans une approche combinée, et donc à ce moment-là, on est plutôt dans des logiques de diagnostic de vulnérabilité, c'est-à-dire en fait des logiques d'analyse de risque. C'est-à-dire qu'on a une méthodologie d'analyse de risque, le but étant pas de reproduire l'île Longue pour ceux qui connaissent, ou le plateau d'avion, enfin qui maintenant n'existe plus. Il faut évidemment s'adapter aux menaces de l'entreprise, à ces vulnérabilités. Donc ça, c'est une logique de diagnostic de vulnérabilité. C'est plutôt ce qu'on pratique pour des PME, c'est-à-dire des structures qui souvent ont des connaissances en sûreté assez limitées et dans lesquelles le dirigeant souvent n'a pas d'adjoint dédié à la sûreté, y compris à la sûreté informatique. Donc ça, on l'aide à faire le point, à avoir un diagnostic et à partir de là,
à mettre en place, identifier les recommandations les plus importantes et les mettre en place. Pour les grands groupes ou les grosses structures ou les structures d'État, on travaille plutôt dans une logique, alors là je parlais de Corsair, exactement dans cette logique, de ce qu'on appelle des red teams, c'est-à-dire que en fait on mène des attaques en liaison avec notre client, enfin sans lui dire ce qu'on fait, mais à sa demande, on mène des attaques sur notre client, c'est-à-dire qu'on part du constat qui est réel d'ailleurs, qu'il est bien protégé, qu'il a un directeur de la sûreté, qu'il a un RSSI, qu'il a des équipes dédiées avec des professionnels, qu'il met tous les ans des sommes assez conséquentes dans sa sécurité informatique et dans sa sûreté physique, et que là, il a envie de savoir effectivement quelles sont les portes qui sont encore ouvertes et qu'est-ce que, je dirais, des services d'un certain niveau peuvent faire contre lui. Donc alors, ça, c'est des attaques qu'on mène. On a bien entendu votre conseil aussi, vous disiez qu'il ne fallait pas être particulièrement parano. Vous présentez les choses comme quelque chose qui est une nécessité pour l'entreprise comme une autre. Alors est-ce qu'on peut dire que comme l'entreprise de production a appris à vendre, a appris à communiquer, est-ce qu'on peut dire que ça fait partie des nouveaux métiers qu'elle doit acquérir demain ? Tout à fait. Je partage tout à fait l'approche que vous venez de donner. Au même niveau, en quelque sorte. Ça fait partie du savoir-faire de l'entreprise. Oui, et je dirais d'autant plus que nous, on a constaté, en particulier dans les PME où on a travaillé, on a fait des missions, que finalement, une bonne identification des problématiques de sûreté et la mise en place de bonnes pratiques dans le domaine de la sûreté, en fait, sont très vite génératrices de très bonnes pratiques finalement dans l'entreprise en termes de qualité. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne disparaissent plus, qui sont plus perdues, qui sont plus abîmées. C'est-à-dire qu'il y a une maturation au sein de l'entreprise de gens qui comprennent que finalement la protection de leur entreprise, c'est-à-dire ça commence par leur staff, par leurs dirigeants, par leurs coéquipiers, finalement, ça protège leur outil de travail et que tout ça, ça va dans les bonnes choses. Et en fait, on a un retour sur investissement assez rapide, en général au bout d'un an, sur en fait un certain nombre de pertes que l'entreprise a l'habitude d'intégrer tous les ans parce que, je vous dis, il y a des choses détériorées, des choses perdues, on ne sait plus où elles sont passées. Et en fait, donc, on est bien dans ces bonnes pratiques que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire que, je dirais, c'est une hygiène, en fait, la sûreté doit être une hygiène dans l'entreprise. Elle doit être basée par contre sur du factuel, c'est-à-dire un vrai constat, et puis après la mise en place de choses saines, voilà, tout simplement. Merci monsieur Alain. Si vous permettez, je vais demander à monsieur Pourchet de bien vouloir compléter sur un autre aspect des choses. Monsieur Pourchet, en tant que directeur, vous êtes aussi en charge du développement de votre activité et de la gestion des clients. Qu'est-ce que ça peut représenter comme coût pour une PME que de mettre en place tout ça? Parce que si c'est un nouveau métier, nous l'entendons bien, ça veut dire que c'est une charge supplémentaire pour l'entreprise, j'imagine. Avec peut-être un retour sur investissement au bout, c'est ce qu'on espère, mais voilà. Avant de parler de coûts, je vais peut-être revenir 2 secondes sur ce que disait Luc Allouin. Ça expliquera un peu après quand je parlerai d'investissement, de coûts. Comme disait Luc tout à l'heure, Securimind, on intervient en amont, donc pour accompagner les entreprises en amont. Et notre deuxième activité, on intervient malheureusement encore trop souvent en aval. C'est-à-dire qu'une fois que l'entreprise, alors là on parle de société, on parle d'entreprise publique, là récemment une commune de la région parisienne, ou de personnalités, une fois qu'ils ont subi une malveillance. Et donc là, nous on intervient dans une logique entre guillemets d'urgentiste, on est un peu le médecin urgentiste. Il va très mal, on a été attaqué, soit un dirigeant, du vol de données ou une personnalité, et on intervient pour très vite soigner en urgence, c'est-à-dire éviter les maladies, et puis prendre les mesures nécessaires en relation avec, si besoin est, la police, les services de l'État. Là on fait du curatif. Donc là on fait du curatif, mais on intervient très rapidement, parce que là quand on a une malveillance, il faut pas perdre de temps, il faut qu'on intervienne très rapidement, et surtout que l'entreprise ne commence pas à essayer de regarder elle-même, parce que là on perd des traces, on perd des données. Donc là, une fois que la malveillance a eu lieu, et là, il peut y avoir un coût qui est extrêmement considérable pour l'entreprise. Avant de parler d'investissement sur la sûreté, je reprendrai quelques mots qui ont été pris par M. Reinhardt ou Luc. La sûreté, c'est une question d'hygiène. J'associerais ça à de la santé. Il y a un cycle qu'on n'utilise pas assez, à mon sens, nos économistes n'utilisent pas assez, c'est le BSP, le bon sens paysan. Pour votre santé, si vous avez une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, vous faites du sport, là ça va être le moment du ski de fond, on pratique, on va un peu dehors. On est en bonne santé, on va voir son médecin régulièrement. Le jour où on a un problème, le problème est traité tout de suite, est traité en amont. Donc on évite des dégâts importants
une grosse douleur, plus des impacts parfois plus conséquents. La sûreté, c'est pareil, c'est une question d'hygiène et de bonne pratique. Et la médecine préventive aussi. C'est de la médecine préventive, voilà. Mais un check-up ou un diagnostic, comme parlait tout à l'heure M. Reinhardt ou Luc, au départ, un diagnostic pour bien comprendre, en fonction de son périmètre, du périmètre de l'entreprise, si elle a plusieurs sites, des filiales, son organisation, son métier, donc de bien comprendre quelles sont les menaces auxquelles elle peut être confrontée, donc quelles sont ses vulnérabilités. En fonction de ça, un bilan rapide, quelques mesures simples parfois, parce que la sécurité, ça ne coûte pas forcément très cher. On le voit même avec des très grands groupes où la sécurité informatique, on utilise des outils qui ne coûtent pas très cher, parfois des logiciels libres. Ça, ce n'est pas un investissement énorme pour l'entreprise. Et derrière, des bonnes règles de pratique quotidienne. Alors, il y a des règles qui sont très technologiques, des outils à mettre en œuvre. Il y a aussi des règles très simples qu'on préconise dans les entreprises. C'est le clean desk, le bureau vide. Le soir, quand vous quittez l'entreprise, votre bureau, il n'y a plus de dossier sur le bureau. Parce que la nuit, il y a du personnel d'entretien qui vient, etc. On ne sait pas qui rentre dans votre bureau. Il y a plein de choses. Il y a des règles simples, d'usage, de simplicité, de bon sens à mettre en œuvre. Donc, avant de parler de coûts, c'est avant tout une question de bonne pratique et à être diffusée à l'ensemble de l'entreprise, à l'ensemble des collaborateurs. En termes de coûts, si on parle d'investissement pour une entreprise, si on prend un exemple sur le diagnostic informatique, un diagnostic informatique, alors bien entendu selon le périmètre de l'entreprise, qu'on soit un PME ou un grand groupe, on est sur des niveaux d'investissement de quelques milliers d'euros. On va parler de 5 000, 6 000 euros. Donc ce n'est pas des coûts très importants finalement par rapport aux enjeux en cas d'attaque et en cas de malveillance, de perte de chiffre d'affaires, de perte de brevets, d'informations sensibles. Donc le coût est relativement faible par rapport aux risques associés. Donc c'est essentiellement, on va dire, au niveau de la prévention, notamment un peu de prestations intellectuelles, comme pourrait le faire un expert comptable ou un expert financier qui vient faire du conseil dans l'entreprise sur ce métier-là en particulier, qui est d'autant plus important, on l'aura compris, que ce n'est pas encore dans la nature des entreprises que de pratiquer ce métier naturellement. Donc on est dans cet endroit-là, c'est de l'activité de conseil. C'est de l'activité de conseil, tout à fait. Très bien. Merci, M. Pourchet. Je vais me tourner une première fois vers Frédéric Lefebvre, si vous le voulez bien, et vous aurez l'occasion de vous exprimer plus longtemps. Monsieur le député, représentant les Français établis hors de France, donc parmi vos électeurs, il y en a qui sont établis pour un titre personnel, il y en a aussi qui sont établis de par leur activité économique, avec leur propre, soit représentant une entreprise française, soit leur propre entreprise. Est-ce que ce que vous avez entendu là vous rappelle des actualités que vous avez pu rencontrer sur le terrain dans différents pays dans le monde pour la zone que vous représentez? D'abord, j'aurai l'occasion de revenir plus tard sur la question de la mondialisation, qui est la question posée très justement par François Vanson ce soir. Et finalement, quels sont les risques, quelles sont les chances? On vient de passer beaucoup de temps sur les risques. On va parler des chances tout de suite. On va parler des chances après. Tout à fait. Et sur les risques, à la fois comme ministre, en même temps comme député aujourd'hui des représentants ces Français qui sont établis au Canada ou aux États-Unis, et en même temps comme député membre de la Commission de la Défense. Ce sont des questions auxquelles, en permanence, je suis confronté, et j'emploie le mot confronté, parce que le langage militaire, vous aviez fait la remarque tout à l'heure, je crois qu'il faut le dire, c'est un langage militaire, on est en réalité, et d'ailleurs, vous avez dit non, puis après vous avez dit c'est une guerre économique. C'est une guerre économique, oui, donc quelque part c'est associé. Bien sûr, et vous avez parlé d'hygiène informatique, c'est le sujet. Et nous-mêmes, chacun de nous, je suis sûr qu'ici, beaucoup d'entre vous, nous ne prenons pas les précautions. Je vais vous donner juste une anecdote. Quand j'étais ministre, nous avons subi à Bercy la première grande attaque, qui était en réalité une attaque qui venait de Chine. Alors on imagine tout de suite les Chinois attaquant la France. La réalité, c'est que ça peut parfaitement être commandité par des gens français qui peuvent être même vos voisins de palier. Mais Bercy a subi une attaque immense. Et moi, j'ai constaté une chose, c'est que notre pays n'était absolument pas préparé à subir une attaque de ce type. Pas plus les membres de cabinet que les fonctionnaires. Et la réalité est la même dans les entreprises. Et moi, il y a un mot qui n'a pas vraiment été employé depuis tout à l'heure, mais
mais en même temps, je vois bien qu'il est sur toutes les lèvres, c'est le mot prévention. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut, et c'est pour ça que je te remercie, François, de cette initiative, parce que je pense qu'elle est essentielle. Moi, j'étais le ministre des PME, PMI, j'étais le ministre des entreprises, et je sais combien, aujourd'hui, il est essentiel que chacun ait en tête à quel point il faut prendre un certain nombre de précautions. Quand, par exemple, on prend une messagerie qui est hébergée à l'étranger, et on le fait tous, il ne faut pas se plaindre ensuite de prendre plus de risques, un, d'espionnage, et deux, en cas d'espionnage, de se retrouver avec un droit, là c'est l'avocat qui parle, un droit qui n'est pas le droit national qui s'applique. Et donc des difficultés qui peuvent être immenses. Notamment pour des acteurs économiques. Je ne veux pas citer de marque. Enfin, ça fait mieux d'être à Gmail que d'être à la Poste. Et pourtant, c'est sans doute moins dangereux aujourd'hui, quand on est un acteur économique français, d'être à la Poste que d'être à Gmail. Est-ce que par exemple, suite à ces expériences plus ou moins heureuses, parce que j'imagine que ça a dû être une sorte de séisme, de découvrir l'ampleur par exemple d'une telle attaque quand on n'y est pas préparé, est-ce que cela a changé déjà des choses, par exemple dans votre activité de parlementaire? Est-ce que vous avez pris certains réflexes? Non, mais ça a changé d'abord beaucoup de choses, et ça a surtout permis que l'État change ses pratiques. On a une agence maintenant qui est dédiée à ces dispositifs de protection informatique et de lutte et spécialisée dans la cyberdéfense, qui par exemple pour le nouveau gouvernement, ça ne s'est pas appliqué à celui auquel j'appartenais, enfin heureusement l'État s'est préparé, et quand le nouveau président de la République a été élu, qu'il a nommé son gouvernement, les gens qui m'ont succédé à Bercy, tous les membres de cabinet, les ministres, tout le monde a été formé à un certain nombre de précautions à prendre. Vous avez par exemple quelque chose qui est tout bête, qu'on peut trouver dans chacune de vos entreprises, pour les chefs d'entreprise qui sont là, quelle que soit la taille, et que, évidemment, vous voyez, vous, régulièrement. C'est qu'il y a, quand on a une messagerie collective dans une entreprise, il y a des mots de passe. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de mots de passe. Quand on interroge les entreprises, de manière, et faites-le, chacun des chefs d'entreprise qui est ici, quand vous rentrez dans votre entreprise, demandez qui a le mot de passe de la messagerie du PDG. Et vous verrez que vous apercevrez qu'en réalité, dans l'organisation informatique de l'entreprise, plus ou moins grande, mais plus elle est grande, plus c'est impressionnant. Vous avez par exemple, j'ai en tête un exemple récent d'une très grande entreprise où la messagerie du PDG était accessible par 1000 personnes dans l'entreprise. Donc vous voyez à quel point c'est simple. Ça laisse songeur. C'est simple, y compris pour des gens qui sont des pirates, de prendre l'identité ou de prendre la main sur le poste informatique de quelqu'un qui a vraiment un rôle subalterne dans l'entreprise. Et à travers ça, de venir pénétrer le cœur, le cerveau de l'entreprise. Mais jusqu'à aller donner, sans parler de captation d'informations, d'aller donner des ordres de virement, comme l'exemple de M. Reynard tout à l'heure. Les ordres de virement, on peut tout imaginer. Et quand vous parliez des entreprises françaises qui se développent aujourd'hui, il faut bien le dire, de plus en plus nombreuses aux États-Unis et au Canada, bien sûr qu'elles ont en tête, peut-être un peu plus, quand elles sont déjà dans une stratégie internationale. Parce que quand on réfléchit à une stratégie internationale, on se pose un certain nombre de questions. Mais il faut bien que tout le monde comprenne que tout le monde est concerné, parce que la force de la France, j'y reviendrai tout à l'heure, quand on va parler de la globalisation, et moi je suis très confiant sur les chances de notre pays. La chance de la France sont avant tout ses savoir-faire. C'est ce qui nous donne un avantage par rapport à la plupart des pays du monde. Moi je le vois des États-Unis ou du Canada, ce qui fait la marque de fabrique de la France, c'est l'immatériel, c'est notre intelligence, sont nos ingénieurs, sont nos savoir-faire, la créativité, l'innovation. Or, c'est à la fois une chance formidable, mais en même temps, il faut qu'on considère que c'est un bien qu'on doit absolument protéger. Et moi, j'ai eu la chance tout à l'heure avec François Vanson de visiter une entreprise, et je pense que le chef d'entreprise aura l'occasion, c'est la société 1000 places. Ben, il y a des procédés innovants dans cette entreprise.
Et il faut... Qui méritent qu'ils soient protégés. Il faut les protéger. Parce que ces savoir-faire-là, si à un moment ils sont pillés, eh bien c'est finalement une des forces de la France qui disparaît. Je retiens quelque chose d'important dans ce que vous venez de dire, qui va dans droite ligne avec ce qui a été évoqué précédemment. Ce n'est pas parce qu'on n'exporte pas qu'on n'a pas intérêt à protéger ces données. Quelque part, on a un patrimoine en commun qu'il nous faut protéger collectivement. C'est bien ce que j'ai entendu dans Bien ce sûr, propos. j'aurais l'occasion de dire tout à l'heure que beaucoup de gens qui n'imaginent pas pouvoir exporter pourraient le faire. Et que une des missions du député que je suis, c'est évidemment, comme François Vanson le fait avec chacune et chacun d'entre vous, c'est-à-dire vous défendre au Parlement. Et Dieu sait que je peux vous dire qu'il est actif et efficace. Et j'essaye de faire la même chose avec les Français qui sont installés au Canada ou aux États-Unis. Mais une autre partie de ma mission, elle est d'essayer d'apporter à notre pays les moyens de se développer à l'étranger. Or, il faut ressouder l'équipe de France à l'étranger. Et si on ressoude l'équipe de France à l'étranger, à la fois avec les acteurs publics, les acteurs privés, que les chefs d'entreprise qui peuvent être des entreprises qui sont ici, et on aura l'occasion peut-être de parler tout à l'heure de filières importantes dans les Vosges. Je vous annoncerai peut-être des choses sur les projets que nous avons en commun avec votre député. Mais il y a des choses formidables à faire que les gens n'imaginent pas, parce qu'il y a des savoir-faire ici en France qui intéressent dans le monde entier. Et il faut les protéger, mais en même temps, il faut s'en servir pour gagner des marchés à l'étranger. Il ne faut pas avoir peur de cette globalisation, de cette mondialisation. Merci Frédéric Lefebvre. François Vanson, on comprend bien effectivement l'intérêt de la présence de Frédéric Lefebvre, parce que là on met le doigt sur des choses concrètes, il témoigne de ce qui se passe à l'étranger, notamment sur la zone États-Unis-Canada, qui est sa circonscription. Je vous propose quelques mots en transition avec la deuxième partie qui est tout aussi importante, parce qu'on a beaucoup parlé jusqu'à présent de protection, de sécurité, liées aux dangers, aux risques qui pouvaient se présenter. Et je vous propose maintenant de développer un petit peu l'autre aspect de la chose, c'est-à-dire l'approche plus offensive, et notamment cette conquête des marchés internationaux auxquels on peut prétendre, comme vient d'introduire Frédéric Lefebvre. Alors maintenant, c'est la charnière de cette réunion. Après les risques, on risque d'avoir une morale dans les chaussures, mais on se dit que finalement, la mondialisation, bien sûr, peut poser un certain nombre de problèmes. Mais c'est aussi une opportunité. Mais c'est aussi une superbe chance. Et pourquoi j'ai invité Frédéric? Je lui ai dit que j'ai plus invité en tant que député qu'en tant que ministre, même si c'est utile. Son expérience nous est utile. C'est que la circonscription de Frédéric, c'est 500 000 Français en Amérique du Nord. Ce qui est énorme. Les entreprises françaises dans sa circonscription emploient 600 000 salariés. Ce qui n'est pas rien. Alors, nous avons, en quelque sorte aujourd'hui, face aux enjeux qui nous attendent, eh bien, nous avons quand même une chance extraordinaire, c'est d'avoir, je dirais, une plateforme avancée de notre pays, dans un pays et dans un continent où la croissance est forte. Eh bien, franchement, c'est une chance tout à fait extraordinaire. Et cette chance, il faut bien sûr qu'on la développe. Et maintenant, je pense que c'est dans cet esprit-là que nous allons, je dirais, travailler ensemble, notamment avec ce qui concerne le Canada, et plus particulièrement le département des Vosges, parce que nous avons des députés européens qui ont bien travaillé. C'est vrai. Nous avons, et Véronique développera tout à l'heure, je ne vais pas prendre ton sujet, mais depuis quelque temps, nous avons des accords bilatéraux entre l'Amérique et l'Union européenne. C'est quand même une chance extraordinaire, et ça va être le sujet tout à l'heure de Véronique. Donc maintenant, nous avons des outils qui nous permettent bien, de renforcer les coopérations. Et Frédéric le disait tout à l'heure, je te prends ton sujet, il y a un paradoxe. La France est, je dirais, le 4e ou le 1er pays forestier d'Europe. Alors, 4e en superficie,
les premiers en termes de qualité des essences et de diversification, je dirais, des essences. Et c'est quand même assez extraordinaire que nos voisins allemands, eh bien, en ce qui concerne leur activité forestière, ont une balance des paiements positive, et que nous, on est importateurs. Nous sommes importateurs nets. Oui. On est dans le rouge. C'est quand même un paradoxe. Et notamment avec le Canada, je pense que nous avons des filières à développer, ça va bouger du travail, et nous avons quelques idées à ce sujet-là. Alors justement, on va passer, si vous le voulez bien, la parole à Frédéric Lefebvre pour planter ce décor et être concrètement sur le terrain de jeu que vous nous proposez d'investir. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, Monsieur Lefebvre, sur le potentiel, les caractéristiques de ce marché de l'Afrique, pardon, c'est un lapsus. On a parlé tout à l'heure de marché pour les logiciels ou pour certains de vos clients, de vos ressortissants sur le Maghreb. Je pensais à l'Afrique du Nord là pour l'instant. Nous allons rester sur l'Amérique du Nord avec la circonscription de Frédéric Lefebvre. Quelles sont les caractéristiques de ce marché? En quoi cela est un terrain de jeu intéressant pour nous? Ça peut paraître un marché considérable a priori, mais particulièrement difficile, vu de l'extérieur, vu d'ici en tout cas. Quels sont les domaines dans lesquels nous avons des cartes à jouer? Enfin, vous l'avez déjà un petit peu introduit. Je vous laisse peut-être développer un peu sur cette partie-là pour nous donner envie d'aller plus loin, justement. D'abord, François Vanson vient de le dire, il y a des choses qui sont en train de changer et à une vitesse que les gens n'imaginent pas. Et je vous le dis parce que vous ne l'imaginez pas ici dans les Vosges, mais quand j'étais à Chicago il y a quelques jours, quand j'étais à New York il y a quelques jours, je serai à Miami dans quelques jours, les Français qui sont là-bas n'imaginent pas plus. Or, le monde est en train de changer, de s'accélérer, et ce que nous connaissons tous avec l'Europe. Et finalement, aujourd'hui, l'Europe est un terrain de jeu pour beaucoup d'entrepreneurs. Beaucoup d'entrepreneurs, y compris de petites entreprises, qui ont fini à s'habituer à ce marché européen. Souvenons-nous, il y a 30 ans. Et bien aujourd'hui, avec l'accord de libre-échange qu'a voulu Nicolas Sarkozy quand il était président de la République, et surtout quand il était président de l'Europe, et qu'a voulu le président Harper, accord de libre-échange entre l'Europe et le Canada, qui est en train d'aboutir, grâce au travail notamment de votre député européen, Véronique Mathieu, mais grâce à la volonté très forte de nos amis canadiens aussi. Et ça n'est pas